Un mot, un seul, qui dérange, bouscule et cristallise les tensions, laïcité. Pour certains, il reflète l'évolution des sociétés modernes. Pour d'autres, il représente une menace à la composante religieuse de l'identité marocaine. Le débat n'est certes pas nouveau, mais il refait surface suite à la sortie du ministre des Habous concernant ses échanges avec Bruno Retailleau. Ahmed Toufiq a dit avoir signifié au ministre français de l'Intérieur que les Marocains sont tous laïcs, je le cite, même si, a-t-il dit, nous n'avons pas vos textes de 1905. Branle-bas de combat dans la scène politique, surtout, disons-le clairement, du côté du PJD. Abdelillah Benkilen n'a pas hésité à saisir la perche pour livrer sa vision à lui de la laïcité. À tel quel, on saisit la perche aussi, sans, on l'espère, tomber dans le piège de la manipulation politique, mais plutôt pour interroger concrètement le concept de laïcité, sa résonance dans le Maroc de 2024. C'est notre dossier de la semaine, et pour en parler, nous avons invité aujourd'hui l'intellectuel et universitaire Mohamed Moukrit. Bonjour Mohamed Moukrit. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec Mohamed plaisir. Moukrit. Alors vous avez consacré l'essentiel de vos travaux à la pensée politique, à la sociologie et au droit. Dans l'islam est-il sécularisable? Votre essai publié l'an dernier aux éditions La Croisée des Chemins, vous déplorez, je vous cite, le mélange politique-religion. Vous déplorez que ce mélange ne soit questionné dans sa légitimité. Un point de réflexion que vous aurez d'ailleurs l'occasion de développer lors de notre échange. Mais d'abord, peut-être un mot sur la sortie du ministre du Habous, des Habous plutôt. Les mots d'Ahmed Toufiq vous ont-ils surpris? Quelle résonance ont-ils eu dans votre esprit, vous, le chercheur qui vous êtes intéressé à cette question de sécularisation et de laïcité aussi? D'emblée, on a l'impression quand même que c'est un mot qui est utilisé à mauvais escient, si l'on peut dire. Appliquer le terme laïque, laïcité à la situation, à la configuration du Maroc, ne semble a priori pas tout à fait applicable, puisque disons, la laïcité, entendue dans un sens qui, en général, est identifié à un certain modèle qui est au fond celui de la France, signifie la séparation tranchée entre le politique et le religieux. Il est évident qu'au Maroc, on n'est pas dans une séparation du politique et du religieux, de l'État et de la religion. Et donc, dans cette optique, le terme laïque ou laïcité semble ne pas être approprié. Alors, qu'est-ce qui peut être approprié à la place du terme laïque de laïcité? C'est plutôt le terme de sécularité, de sécularisation. C'est-à-dire qu'en fait, on a affaire à deux mots qui sont d'un usage différent. La laïcité renvoie à une certaine doctrine, à une certaine conception philosophique, idéologique du rapport du politique et du religieux. Le terme séculier, sécularisation, renvoie plutôt à un processus qu'on peut observer, disons, sociologiquement, qui consiste au fond à faire sortir certains aspects de la vie sociale, politique, etc., du domaine du religieux et de l'autorité religieuse vers un domaine qui n'obéit pas, qui n'est pas dépendant de la religion et de l'autorité religieuse. Et donc, lorsqu'on voit que ce qui se passe, par exemple, dans le domaine de la législation, quand la législation tend à être faite de manière à obéir plutôt à des considérations profanes, et qu'elle ne repose plus, j'allais dire, sur une légitimité religieuse. Donc, on va parler de sécularisation. Vous voyez? Donc, le problème qu'on a au Maroc, ou peut-être dans le monde musulman, c'est un petit peu d'employer un mot à la place de l'autre. Si on veut décrire, que ce soit à propos du Maroc ou à propos d'autres pays dans le monde musulman, maghrébin, la Tunisie, l'Algérie, etc. En fait, nous avons affaire, et de façon assez importante, à une sécularisation des systèmes juridiques dans l'ensemble, et même à une certaine sécularisation du politique, mais on n'est pas pour autant dans la laïcité. Ça suppose que la laïcité, en tant que doctrine
idéologie soit appropriée par les acteurs. J'aimerais qu'on s'attarde également aussi, Mohamed Moukhi, si vous voulez bien, parce qu'il y a eu un échange de lettres entre le ministre des Habous et le leader du PJD. Vous l'avez sans doute suivi. Et cet échange de lettres était en grande partie consacré à la question sémantique. Quand le ministre des Habous dit à Abdel Ben Kiran qu'il est à la tête d'un parti moderne, dont le fonctionnement s'inspire, dit-il, d'un modèle laïque occidental, eh bien, Abdel Ben Kiran lui répond que son parti, je le cite, ne considère pas les partis politiques, la démocratie et les élections comme des sujets laïques, mais plutôt comme des questions modernes. Donc forcément, on se pose la question, Mohamed Moukhi, si on peut dissocier la modernité de la laïcité. C'est sûr et certain. Si on réfère un petit peu à l'histoire et un peu à l'expérience occidentale, la question du rapport du politique et du religieux dans les différents pays du monde occidental, qui en général ont un modèle de démocratie, tous ces pays ne sont pas dans le moule de la laïcité. Au contraire même. Peut-être la France, le Portugal, si j'ai bon souvenir, sont les deux pays qui affichent dans leur constitution la laïcité officielle de l'État. À part cela, nous avons affaire dans les pays européens à des systèmes politiques et juridiques, parfois avec une confessionnalité de l'État. C'est le cas dans des pays nordiques. C'est le cas, par exemple, de la Grande-Bretagne, où la reine est chef de l'église anglicane. Mais en même temps, où tout le système, au fond, juridique, la législation, au fond, la vie sociale, économique, n'est plus dépendante de l'autorité religieuse, n'est plus dépendante de ce que dicte la religion ou ce que dictent les clercs religieux en matière de ceci ou de cela. L'État est devenu complètement autonome dans son pouvoir de légiférer. Et donc, nous sommes effectivement dans une modernité qui peut ne pas faire correspondre et coïncider démocratie et laïcité. D'accord ? Mais bon, cette non-coïncidence n'empêche pas, comment dirais-je, une conjonction très forte entre ces différents pays, puisque, au fond, leur système juridique, qu'ils soient laïques ou pas, en tout cas officiellement, au fond, sont complètement détachés de religion. Donc, d'une certaine manière, quand Ben Kiran dit que, modernité, pas démocratie ou pas laïcité, peut-être même sans comprendre les choses, je crois qu'il est un peu dans une certaine compréhension, j'allais dire, un peu plus ou moins correcte. J'aimerais qu'on revienne également à Mohamed Moukhi sur le code pénal qui comporte une série de lois qui ne sont pas en phase avec ce principe de sécularisation dont vous nous avez parlé. Le Maroc qui serait dans ce processus de sécularisation, mais qui en revanche semble être freiné par ce code pénal. Je rappelle quelques articles. L'article 220 qui punit d'une peine d'emprisonnement le délit de prosélytisme. L'article 222 qui pénalise la rupture du jeûne publiquement, sans oublier les relations sexuelles hors mariage, l'avortement également puni par la loi, la consommation d'alcool. Comment comprendre, oui, ce code pénal et les lois qu'il comporte? Est-ce que, d'après vous, c'est une forme de garantie de paix sociale ou est-ce que ce sont des textes qui reflètent et qui sont en phase avec les convictions religieuses des Marocaines et des Marocains? Là aussi, il y a beaucoup de choses à dire. Le code pénal, il est vrai, comporte un certain nombre de dispositions qui, sont considérées dans le cadre, dans un cadre moderne, comme incompatibles avec la modernité, avec la sécularisation, etc. En fait, c'est pas aussi simple que cela. D'abord, il faut, à mon sens, ne pas oublier que nous sommes dans un processus, dans une évolution. Alors, soit vous considérez que dans un cadre
dans un processus lent de l'histoire, de changement long et long. Les choses ne se clarifient pas d'un seul coup. Soit que vous considériez qu'il va falloir carrément changer et clarifier les choses, imposer les choses de haut. Imposer les choses de haut, ça a été un peu le cas de Kemal Atatürk. Imposer la laïcité, séparer la politique, etc. Ça n'a pas empêché la Turquie et la société turque de revenir vers un peu plus... revenir vers l'islam politique, en effet, à travers Erdogan. L'islamisation, oui. OK. Au Maroc, on est dans un processus qui est plutôt lent et long. C'est-à-dire, on a adopté le modèle de l'État national, on a adopté le positivisme juridique, c'est-à-dire, en fait, c'est l'État qui légifère. C'est l'État qui, d'une certaine manière, devient celui qui décide ce que doit être mais est-ce la qu'on n'a loi. pas... Précisément, pardon, oui. C'est ce qui a amené, au fond, à adopter, donc, notamment un code pénal marocain. Or, ce code pénal, il est extrêmement important de ne pas oublier que il constitue, en dépit évidemment des limites qui sont encore les siennes, constitue un moment important dans la sécularisation juridique. D'abord, sur un plan général, le fait qu'il y ait un code, ça veut dire que vous ne référez plus à une source religieuse. Ça, c'est important. Mais ce n'est pas valable uniquement pour le code pénal, c'est valable... y compris la Moudawana, qui, au fond, donc, qui est également au cœur des débats, oui, en effet. Et ainsi de suite. Mais dans le code pénal, vous avez des dispositions qui vous montrent qu'on a également ici à faire la sécularisation. La question de l'apostasie, par exemple, qui est une question extrêmement importante, puisqu'elle pose la question de la liberté de conscience, donc de l'individu, de son autonomie, de son indépendance sur le plan de sa conscience. Eh bien, le code pénal n'incrimine plus l'apostasie. Vous savez que c'est une rupture avec le fiqh. Le fiqh, dans le classique, il condamne à mort l'apostat. Le code pénal ne le fait plus. Alors ne mélangeons pas l'apostasie avec le prosélytisme. Le paradoxe du Maroc, c'est que l'apostasie n'est pas incriminée. Donc si vous abjurez l'islam, que vous adoptiez une autre religion, vous ne pouvez pas être pénalement poursuivi. Mais si vous faites de la propagande pour une religion, donc du prosélytisme, vous êtes puni. Alors le paradoxe de la législation marocaine, c'est, et j'avais formulé il y a longtemps dans mes enseignements, celui qui peut le plus ne peut pas le moins. Celui qui peut abjurer sa religion ne peut pas être condamné, puisque le code pénal ne le permet pas. Alors que si éventuellement on considère qu'il fait de la propagande pour telle une religion autre que l'islam, il fait du prosélytisme, donc il peut être puni en prison. Alors c'est un changement extrêmement important et concret, parce que c'est une affaire qui a des conséquences. Vous savez que dans les années 60, il y a des Bahá'ís qui ont été condamnés à mort dans un jugement de première instance. Bon, on ne va pas rentrer dans le détail, le contexte international, etc. Mais au niveau de l'appel, le juge a annulé le jugement de première instance. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de base juridique pour incriminer donc l'apostasie. Et donc, ils en a tiré la conséquence. On ne peut pas poursuivre quelqu'un. Vous voyez, c'est une évolution, c'est même une révolution, mais bon, évidemment, dans un ensemble qui reste un peu flou, un peu... Alors justement, Mohamed Moukrit, moi je retiens que vous nous dites aujourd'hui que le Maroc a entamé un processus de sécularisation, que ce processus est long et lent en même temps. Est-ce qu'en 2011, on n'a pas raté le coche à l'occasion de ce référendum constitutionnel? À l'époque, plusieurs sources confiaient à la presse qu'il y aurait probablement cette inscription. Je la cite, l'islam reste la religion de l'État, mais la liberté de croyance est garantie par la loi. Et à l'époque, il se murmurait que le PJD avait affirmé que la reconnaissance de la liberté de croyance aurait des conséquences néfastes sur l'identité islamique du pays. Est-ce que nous avons, à ce moment-là, Mohamed Moukrit, manqué un rendez-vous avec l'histoire? Probablement, on a manqué un rendez-vous. Maintenant, là aussi, parfois les choses
sont un peu bizarres. C'est-à-dire, en fait, en 2011, on aurait pu même attendre du PJD qu'il soutienne cette évolution, puisqu'à l'intérieur même du PJD, les débats sont allés dans le sens un peu d'aller dans l'affirmation de la liberté de conscience. Donc, au fond, c'est un jeu de politique politicienne qui fait que, bon, on ne voulait pas peut-être paraître comme un parti qui a cédé au modernisme, etc., etc. Peut-être. Il est vrai qu'en 2011, l'occasion semblait vraiment se présenter, qu'a priori, à un haut niveau, disons, politique, on était en faveur de l'affirmation donc de cette liberté de conscience. Bon, maintenant, ça n'a pas été le cas. Est-ce que ça aurait énormément changé les choses? Sur le plan symbolique, c'est sûr, c'est extrêmement important que d'affirmer dans la Constitution la liberté de conscience comme ça. Mais maintenant, est-ce que ça aurait modifié profondément disons, ce qui existe même dans notre système juridique? Peut-être pas beaucoup. Pourquoi? Parce que déjà, les constitutions marocaines ont toujours affirmé la liberté de culte. Elle ne vous dit pas de quel culte il s'agit. Vous savez, pour les juristes, ne pas préciser, ne pas énumérer, c'est laisser ouvert les choses. Donc, c'est tous les cultes, quels qu'ils soient, qui peuvent, évidemment... alors, avec ça, il y a le fait, comme je viens de le dire, le code pénal qui n'incrimine pas l'apostasie. Donc, on est dans un cadre où on est déjà un petit peu, comment dirais-je, en deçà de la liberté de conscience, mais on est au-delà de la liberté de culte. Vous voyez, c'est pour ça que je vous dis qu'on est dans un processus. Les choses ne se clarifient pas très vite. C'est à la force des changements, le fait que la société soit disposée plus ou moins à accepter les choses. Ça n'est pas évident. Donc, je pense qu'il faut peut-être laisser le temps au temps pour faire son travail. Mais déjà, le fait qu'on en arrive en 62, dans un code pénal, à ne plus incriminer l'apostasie, c'est quand même extraordinaire. N'oublions pas qu'à l'époque, avec l'Istiqlal, qui était très fort comme parti, avec Ali Al-Fassi qui écrivait un livre différent à Sharia, etc., c'était déjà véritablement un miracle. Mais là aussi, les choses, j'allais dire, s'expliquent par l'histoire. Dans les années 20, c'était un certain Abdjlil qui était devenu chrétien, qui avait apostasié. Ça a été un traumatisme énorme, énorme. Mais bon, on ne l'a pas condamné à mort. Il est resté nationaliste marocain. Il était devenu conseiller du pape. Et d'une certaine manière, voilà, il y a quelque chose qui s'est passé dans l'histoire du Maroc, qui a fini par un peu être plus ou moins accepté. Encore que ça a été véritablement un traumatisme. Donc, on est arrivé, de par l'histoire, de par un peu l'évolution des choses, oui, à séparer la traîtrise et l'apostasie, alors qu'elles étaient confondues auparavant. Une question, projection dans l'avenir, Mohamed Moukrit, oui, avant de conclure notre échange. Est-ce que vous pensez que le Maroc, les Marocaines et les Marocains sont prêts pour un débat citoyen, un débat national sur cette question de sécularisation, puisque vous préférez le mot sécularisation à laïcité? Comment on l'a fait aussi pour le nouveau modèle de développement? Il y avait un débat national aussi autour de cette question. Disons que le débat a déjà lieu. Le fait qu'il y ait une position prise, enfin un propos tenu par le ministre des Affaires, qu'auparavant, il y a pas mal d'écrits, des livres ou des articles, des études qui portent sur la question du rapport du politique et du religieux, montrent que le débat, il est là. Maintenant, la question, c'est pas ça, est-ce qu'il faut débattre? Non, c'est à quel moment
le débat qui peut être promu dans la société puisse devenir un enjeu d'État. Disons que l'État fonctionne de façon pédagogique, en quelque sorte. Il modifie parfois subrepticement les choses, donc il sécularise, de sorte qu'au fond, on peut dire que avec le bourgeois gentilhomme de Molière, qui faisait de la prose sans le savoir, que nous faisons de la sécularisation ou peut-être un peu de la laïcisation sans le savoir. Oui. De la sécularisation silencieuse, quelque part. Silencieuse. Agissante, mais silencieuse. Agissante, bon, sans le terme. Il n'y a pas besoin d'appliquer, j'allais dire, parfois le mot laïque ou sécularité, etc. Il y a parfois juste besoin disons, de savoir comment les choses se passent, dans quel sens. Aujourd'hui, l'État marocain est devenu celui qui maîtrise le processus de changement de la Moudawana. La Moudawana est devenue, non pas, disons, j'ose pas exprimer les choses de façon abrupte, bon, je vais être diplomate, hein. Disons, c'est un domaine du fiqh, indépendant de l'État, il est devenu ancré dans le système juridique, donc avec le Parlement qui est compétent en matière de Moudawana, avec le fait que le commandeur des croyants intervient avec son autorité pour entamer un processus de réforme qui met en branle des commissions de réflexion, de propositions, etc., dans des commissions dans lesquelles les clercs ne sont présents qu'à titre d'autres composantes profanes, séculières, voilà. Vous voyez, donc ils n'ont plus, les fuqaha, les ulama, le monopole de dire la loi. Et ça, c'est extrêmement important. Vous voyez, vous voyez les choses de cette manière, et tout le monde entre dans le jeu. Et c'est pour ça que je vous dis, tout le monde, au fond, fait de la sécularisation sans le savoir. Tout le monde est inscrit dans ça. Maintenant, évidemment, lorsque vous voulez nommer les choses, vous voulez donner une étiquette officielle, politique, institutionnelle aux choses, ça devient un peu plus problématique. Peut-être donc, il vaut mieux continuer à, comment dirais-je, à fédérer l'opinion à travers l'opinion, surtout à, comment dirais-je, à affaiblir un peu le sol sur lequel s'ancre finalement la pensée, les résistances. Les résistances. Oui. Et ça, c'est le temps. Il faut le temps, petit à petit, au point qu'à un moment donné, le changement devient extrêmement important et, je dirais, irréversible. Aujourd'hui, est-ce que même le PJD va pouvoir demander qu'on réforme le code pénal pour y intégrer la condamnation à mort de l'apostat? Impossible. Tant qu'on est dans ce cadre tel que nous l'avons hérité, dans lequel nous nous trouvons jusqu'à maintenant, et qui s'impose, le code pénal ne reviendra pas à une formule traditionnelle du faire en matière d'apostasie. Vous voyez, donc, les choses, voilà, il y a des acquis, et parfois des acquis qui sont lourds, et je considère qu'ils sont irréversibles. Et donc, à un moment donné, bon, j'allais dire, on sera dans un système séculier, carrément, et tout le monde y aura contribué à son degré. Et c'est l'avenir qui nous le dira. Merci beaucoup, Mohamed Moukrit. Avec plaisir. Je rappelle que vous êtes intellectuel et universitaire. Vous avez publié aux éditions La Croisée des Chemins votre dernier essai baptisé « L'islam est-il sécularisable ?» à conseiller volontiers pour ceux qui voudraient approfondir davantage ces thématiques.